Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde et bienvenue en ce lundi pour un nouvel épisode de notre émission Astronomer at Home, un astronome à la maison, un astronome que vous invitez chez vous mais qui vous invite lui aussi chez lui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir David Mouillet. Bonjour David. Bon, bonjour à tous. Il me semble qu'il y a un écho là sur la prise de son. Ah, écoute, c'est peut-être chez toi. Le chat, est-ce qu'il y a un écho dans ma voix ou pas? Hmm, Alors, a priori, ça a l'air d'être que chez toi. Il est possible que tu aies pas réduit le son de la vidéo Twitch. Donc, du coup, si tu suis la vidéo, il faut juste que tu baisses le curseur. Ok, et comme ça, tu auras pas un double retour. C'est bon? Ok. Alors c'est la soirée des soucis techniques. Aujourd'hui, donc je devrais normalement là maintenant dire bonjour à Camille, ma collègue donc médiatrice scientifique du planétarium de Vaux-en-Velin. Malheureusement, Camille a eu un souci de dernière minute. Là, elle a plus internet du tout, complètement, ça a coupé chez elle. Donc, en attendant qu'elle nous rejoigne peut-être au cours du live, eh bien, on va commencer tous les deux. Donc, je vais reprendre aussi ce que dit Camille normalement à ce moment-là, c'est-à-dire, n'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à donner aussi votre nom, votre âge. Voilà, la thématique d'aujourd'hui, bah justement, David va nous en parler pendant quelques minutes pour introduire un petit peu tout ça. Et puis voilà, bah écoutez, on va commencer. David, est-ce que, donc je te présente d'abord, tu es astronome à l'IPAG, l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Tu fais partie donc de l'Observatoire de Grenoble au sein de l'Université de Grenoble. Voilà. Tu n'es pas le premier grenoblois que l'on reçoit et c'est toujours passionnant d'avoir des personnes de ce labo. Alors du coup, ce que je te propose, eh ben, c'est un petit peu comme on fait d'habitude. Je te laisse quelques minutes pour te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais, ta thématique, ton travail, ton domaine de recherche, et puis ça permettra du coup à tous ceux qui sont là dans le chat avec nous de pouvoir commencer à poser leurs premières questions. Je t'en prie, c'est à toi, dis-nous tout. Merci Pierre. Donc voilà, oui, tu as t'as dit le cadre. Je suis astronome à l'Observatoire de Grenoble. Alors ça veut dire une activité, d'une partie c'est de la recherche. Donc l'idée c'est vraiment d'avancer sur ces recherches en astronomie. Puis une partie c'est de l'enseignement. Alors l'enseignement, il y a de l'enseignement qui est académique pour les étudiants à l'université, à l'IUT, en école d'ingénieur. Puis il y a une partie qui est plus de la diffusion des connaissances. Comme on fait ce soir, mais il y a aussi, à titre d'exemple, il y a un MOOC là, sur lequel on avait travaillé avec les collègues. Ça s'appelle À la recherche d'autres planètes habitables. C'est un MOOC qui est disponible à tous sur la planète Fun, France Université Numérique, donc qui est en cours actuellement. Vous pouvez aussi aller voir ce qui s'y passe là-bas. En termes de recherche, donc effectivement, mon domaine, c'est m'intéresser au système extrasolaire. Est-ce qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles? Alors c'est un sujet qui bouge beaucoup. Il y a 20-25 ans, en fait, on ne savait pas si le système solaire était unique. Maintenant, on a pu découvrir des milliers d'exoplanètes. On sait que c'est fréquent. On sait que certaines sont proches de celles qu'on voit dans le système solaire. Certaines sont très différentes. Donc c'est un sujet vraiment très actif en ébullition. Et moi, mon travail dans ce domaine-là, ça a été plus particulièrement de chercher à les observer en imagerie directe, alors qu'il y a beaucoup de détections. La plupart des détections ont été faites de manière indirecte. On voit des signatures sur l'étoile qui indiquent qu'il doit y avoir une planète. Et moi, ce qui m'intéresse, ce serait de les voir directement, que ce soit les planètes elles-mêmes ou l'environnement dans lequel elles sont en train de se former. Et alors, pour observer ça, c'est assez difficile en termes de résolution, de contraste, c'est des choses sur lesquelles on va revenir. Et en fait, assez vite, on s'est heurté à la question de la difficulté de ces observations et d'avoir les instruments qui permettaient de le faire. Et alors en astronomie, l'observation, c'est très important, c'est la base, c'est pas le seul ingrédient important, on a besoin d'avoir beaucoup de théories aussi, mais c'est une des bases vraiment directes qui nous disent, bon, à quoi ressemble, qu'est-ce que nous indique l'univers tel qu'on peut le voir. Et, et donc c'est important, mais on n'a jamais les instruments qu'il faut. Et c'est un sujet où à chaque fois qu'on va chercher à faire des nouvelles observations, en fait, ça va être limité par la capacité des instruments, et dans ce domaine, ça a été particulièrement le cas.
Et donc, je me suis intéressé de plus en plus sur les instruments qui permettent de faire ces nouvelles observations. Et alors, en astronomie, on ne peut pas acheter simplement les instruments sur catalogue ou dans un magasin spécialisé, parce que ces instruments n'existent pas. Alors, il y a d'autres domaines de sciences pour lesquels on peut le faire. Par exemple, dans certains domaines médicaux, il y a des instruments très perfectionnés qui ont été développés parce qu'il y en a besoin dans beaucoup d'hôpitaux, dans beaucoup de laboratoires. Donc, il y a des entreprises qui fabriquent vraiment, qui sont spécialisées pour la fabrication de ces instruments, ou même dans d'autres domaines de la recherche, des procédés d'analyse en chimie, ou même en sismographie, par exemple, dans les sciences de la Terre, où on va acheter des sismographes parce que c'est des instruments qui existent à grande échelle, en grand nombre. En astronomie, c'est pas le cas. Les instruments, souvent, ils sont faits à l'unité. On va faire un instrument qui correspond vraiment aux besoins qu'on a pour faire progresser cette science. Et ensuite, on va passer à un autre instrument, à la génération d'après, etc. Mais il n'y a pas de série d'instruments, donc c'est pas quelque chose qui sont commercialisés. Donc les instruments qu'on utilise, ce sont des instruments qu'on a développés nous-mêmes. Donc c'est un champ d'activité. Qui sont uniques et donc j'imagine extrêmement chers aussi, puisque le prix vient aussi du nombre qu'on peut vendre. Voilà. Et donc il y a tout un développement à chaque fois, et puis on refait jamais le même qu'avant. En fait, on essaie toujours de progresser. Et alors, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape déjà qui consiste à imaginer l'instrument qui va vraiment correspondre aux besoins, c'est-à-dire vraiment associer les caractéristiques de l'instrument qui correspondent à ce dont on a besoin pour vraiment répondre à une question scientifique. Donc ça, c'est une question d'analyse du problème, saisir vraiment la problématique scientifique, faire le lien entre l'observation qu'on va vouloir faire et l'instrument qui est le plus adapté. C'est une première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape qui correspond vraiment à imaginer des nouvelles manières de concevoir l'instrument, des nouveaux concepts instrumentaux. Donc là, il y a vraiment de la recherche en instrumentation, faire des choses d'une manière qu'on n'a jamais faite avant. Et ça demande de connaître bien les technologies, mais aussi vraiment de réfléchir sur vraiment comment on va pouvoir mesurer vraiment ce qui nous intéresse. Donc là, c'est vraiment de la recherche en instrumentation, à faire des nouveaux instruments. Et puis, il y a une troisième partie qui consiste à, une fois qu'on a eu l'idée, on s'est convaincu qu'on a les technologies, la manière de le faire, quelque part on l'a conçu, c'est de le mettre en œuvre. Donc là, vraiment le réaliser, le tester, le qualifier, l'étalonner, la meilleure manière de l'utiliser. Et puis voilà, tout ça, c'est l'instrumentation en général. Et puis ensuite, il y a effectivement mener des grandes campagnes d'observation, observer, analyser les observations, etc. Ça, c'est d'autres compétences. C'est plus ce qu'on va appeler des observateurs, des théoriciens, des modélisateurs, etc. Donc il y a encore tout un domaine derrière. Mais simplement dans l'instrumentation, ça regroupe déjà pas mal de compétences. Et donc, c'est dans ce domaine-là que je travaille. Et donc plus particulièrement dans les questions d'imagerie, essayer d'avoir les images les plus précises possibles en termes de résolution et de contraste pour chercher à mieux avancer ces observations des exoplanètes. Voilà. D'accord. Ok. Alors du coup, j'ai une première question là de Ulysse, 10 ans, qui est toujours très intéressé par chacun de nos intervenants et qui veut à chaque fois savoir pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier. Voilà, c'est la première question. Qu'est-ce qui t'a mené là? Et puis ensuite, il te demande si tu pouvais créer un objet pour améliorer l'observation des exoplanètes. Lequel ce serait? Quel serait ton instrument rêvé? Voilà. Alors déjà la motivation pour être astronome, le côté découvrir des choses qu'on n'imagine pas ou pour lesquelles on n'a pas d'idée a priori, ça c'est quelque part un peu avancer avec une torche à la main pour essayer de découvrir un nouvel espace qui était plongé dans le noir jusqu'à présent, ça c'est quelque chose qui m'attire. Et puis la démarche d'observation aussi, quelque part de se dire que la physique, la nature, l'univers, en fait, il est là autour de nous et en fait, il faut être capable simplement de le voir pour comprendre ce qu'il a à nous dire. Ça, c'est vraiment cette démarche d'observation qu'on peut avoir aussi quand on se balade dans une forêt, par exemple, où on peut se balader les yeux fermés ou avec des œillères. Ou au contraire, on peut essayer de découvrir le plus de choses ou dans la nature en général. Ça, c'est quelque chose. Cette notion d'observation me plaît beaucoup. Et puis d'autres choses qui me plaît, c'est la démarche scientifique, face à un défi, vraiment se dire est-ce qu'on a les moyens d'y répondre, de se donner les moyens collectivement, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et parmi les différentes sciences, en astronomie, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les sujets avancent très très vite. C'est-à-dire qu'il y a des questions majeures. Là, on parle d'exoplanètes, par exemple, il y a encore une fois une bonne vingtaine d'années, on n'avait pas vraiment beaucoup d'idées de savoir si c'était quelque chose de très fréquent ou pas. Maintenant, on en sait beaucoup plus et tous les 5 ou 10 ans, c'est un sujet qui avance énormément. Et ça, cette dynamique-là, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, c'est un sujet où on n'est pas en train de prendre 10 ans pour
pour affiner une quantité, de savoir si c'est plutôt 5,67 ou 5,68, mais c'est plutôt souvent on parle des ordres de grandeur, des fois on parle est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, et finalement à des grandes questions fondamentales, en y passant du temps, beaucoup d'énergie, hein, des fois c'est pas facile, mais le sujet avance très vite. Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en astronomie. Voilà, il y a un côté aussi pluridisciplinaire en fait. Il y a beaucoup d'éléments de physique différents qui se mélangent quand on étudie les objets eux-mêmes, quand on est dans une démarche d'observation. C'est pas un sujet pointu, c'est souvent on va aller chercher des compétences qui sont assez différentes les unes des autres. Ça j'aime beaucoup aussi, avec un côté très collectif. C'est très international. Ça aussi c'est un autre point qui m'intéresse. Voilà. D'accord. Alors la deuxième question de Ulysse, si tu permets, on la gardera pour la fin. C'est quel serait l'instrument ultime que tu aimerais pour pouvoir découvrir des exoplanètes. Je crois que tu as prévu de nous parler sur la fin sur les projets futurs. Donc on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc Ulysse, on garde ta question et on y reviendra tout à l'heure. J'ai Fauvette qui demande... j'ai Christine d'abord qui demandait quelles sont les applications des lentilles gravitationnelles. Donc les lentilles gravitationnelles sont ces fameux phénomènes qui font que la lumière se courbe lorsqu'on les met près de masses importantes, et quand la lumière se courbe, ça fait comme une lentille. Est-ce qu'on peut utiliser ces effets-là comme loupe pour détecter des exoplanètes ou pas? Voilà. Est-ce qu'on y pense? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fera peut-être? Alors, quand on parle de lentilles gravitationnelles, c'est vrai, hein, comme la gravité dévie la lumière, ben c'est exactement ce que fait une lentille. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer utiliser pour faire une image. Une lentille, ça sert à faire une image, comme une loupe. On peut imaginer de faire ça. Alors, je pense pas que c'est à ça que pensait Vauvette, mais c'est une idée qu'on peut avoir. En fait, il y a des gens qui ont proposé d'utiliser comme ça un astre massif, hein, et puis de s'en servir comme un imageur, vraiment quelque chose qui ferait une image. Ça, c'est pas du tout utilisé aujourd'hui parce que ça dévie un petit peu la lumière, mais très peu. Et donc, il faudrait se passer très très loin pour être à l'endroit où se forme l'image. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est utilisé aujourd'hui. Mais pourquoi pas dans l'avenir? Peut-être. Pourquoi pas dans l'avenir? Alors le point aussi qui est compliqué, c'est que par exemple, si on veut utiliser un objet massif comme le Soleil, par exemple, hein, pour qui dévie les rayons lumineux, l'endroit où les rayons convergent, le point de convergence de cette lentille est très très loin. Donc on pourrait imaginer envoyer un détecteur très très loin du Soleil pour se placer là, faire voir l'image. Mais si on veut pointer dans une direction, ça va. Et puis si on veut pointer dans une autre direction, il faudra se déplacer énormément. Donc ça, on pourrait l'imaginer éventuellement dans un siècle ou deux si on avait un endroit où observer. Mais c'est vraiment pas très pratique. Non, par contre, ça c'est la première utilité qu'on pourrait imaginer. En fait, ça a été utilisé pour détecter ces lentilles gravitationnelles, pour détecter des exoplanètes pour plus d'une dizaine de cas, hein, peut-être plusieurs dizaines de cas. Mais c'est de manière un petit peu différente. Si jamais on a une étoile, éventuellement même peu massive, etc., et qu'elle passe devant une autre étoile qui est en arrière-fond, eh bien, par effet de lentille gravitationnelle, l'image qui est au fond, en fait, elle va avoir son flux qui va être convergé vers nous et simplement va apparaître plus brillant. Très bien. Ça, c'est des choses qui ont été utilisées de manière un peu massive quand on a regardé des centaines de milliers ou des millions d'étoiles comme ça, de manière statistique, pour voir si ça arrivait. Ça arrive une fois de temps en temps. Maintenant, imaginez que cette étoile qui fait cet effet de lentille, elle n'est pas toute seule, mais elle a une autre planète à côté d'elle. Eh bien, en fait, il y a un effet de lentille qui est plus compliqué. Et en particulier, la planète va aussi faire un petit effet de lentille, elle aussi. Et donc, dans la courbe de lumière, d'amplification comme ça de la lumière de l'étoile de fond, il va y avoir une perturbation qui peut être la signature d'une planète. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une micro-lentille par une planète. C'est très peu courant, mais si vous observez plein des centaines de milliers ou des millions d'étoiles en continu, eh bien, il peut y avoir des phénomènes comme ça d'alerte qui permettent de voir, dans telle fraction du temps, il se trouve où il y a une planète. Et ça, c'est quelque chose qui marche. Alors, c'est un peu marginal, hein, parce que ça arrive une fois, on peut dire, ah, tiens, là, il y avait une planète, et puis après ça, on ne pourra plus la voir. Ça n'arrivera plus, cet alignement particulier. Mais ça permet d'avoir des premières statistiques de est-ce qu'il y a des planètes, en particulier de petite masse, en particulier à grande distance, et il y a eu des planètes de détecter comme ça, des micro-lentilles. D'accord. Donc c'est une technique quand même très fine, et le souci c'est surtout que les exoplanètes, nous on aime bien rester longtemps pour vérifier qu'elles tournent bien autour du Soleil,
alors que ces alignements, comme les étoiles bougent, sont temporaires. C'est compliqué d'avoir un set de données suffisamment long pour pouvoir être sûr que tout va bien, parce que les étoiles se mettent pas là où on veut, quoi. Voilà, c'est vraiment Ouais. un phénomène éphémère. Donc on peut Mm. dire, ah, là, on a vu qu'il y en avait une. Et donc c'est déjà une information intéressante en termes de statistiques, mais si on veut faire une étude ensuite détaillée, caractérisée, etc., on ne peut plus y revenir. Donc c'est un peu la limite de cette technique-là. D'accord. Alors j'ai Fauvette qui demandait combien d'exoplanètes est-ce que tu as découvert, et est-ce qu'il existe des exoplanètes qui sont comme la nôtre, comme la Terre? Alors, il y a beaucoup d'exoplanètes qui ont été trouvées, donc des milliers, encore une fois, et il y a aussi énormément de chercheurs qui sont derrière. Donc, on n'est pas tellement dans une situation où on peut dire, voilà, ça c'est moi qui l'ai trouvé, celle-ci, etc. C'est difficile de dire, voilà, moi je suis le découvreur de cette planète-ci, etc. Et donc, je ne ferai pas la revendication de quelque planète que ce soit, ce qui me concerne. Néanmoins, en fait, chacun a un rôle important et dans les faits marquants auxquels j'ai contribué, en fait, avec d'autres chercheurs sur l'IPAG. En fait, on a été les premiers, justement, en termes d'imagerie, de voir un premier, ce qu'on appelle un compagnon de masse planétaire. On hésite à appeler ça une planète, mais c'est la première image qu'on a fait d'un compagnon qui a une masse de 4-5 masses de Jupiter. C'est nous qui l'avons trouvé dans l'équipe, et en utilisant justement ensemble les bonnes cibles, etc. Donc c'est une association de compétences. Trouver les bonnes cibles, la bonne démarche observationnelle, les bonnes analyses, mais aussi avoir l'instrument, les bonnes techniques d'observation. Donc on était là, un groupe de 3-4 à avoir vraiment fait cette première image d'un compagnon de masse planétaire autour d'une naine brune. Et puis j'étais aussi toujours avec ses collègues là, sur Grenoble, dans l'équipe qui a permis de trouver d'abord les indications qu'il y avait une planète autour d'une étoile Beta Pictoris dont Julien Milly vous a parlé il y a quelques temps. On avait vraiment mené cette étude pour se dire simplement en regardant le disque de poussière autour de cette étoile, on avait vu des déformations sur ce disque, on avait dit tiens, ces déformations-là pourraient être bien explicables si c'était dû à une planète qui a été trouvée, révélée ensuite justement en imagerie par Anne-Marie Lagrange là, sur l'équipe. Donc voilà, j'étais aussi dans cette aventure-là. Et puis ensuite, par la suite, je me suis de plus en plus investi sur les instruments. Et ensuite, des instruments, il y a des équipes de dizaines de chercheurs ensemble. Encore une fois, c'est très collaboratif qui ont travaillé. Et en particulier, il y a un instrument sphère là dont on va parler, sur lequel j'ai beaucoup contribué, qui a révélé des planètes qu'on ne connaissait pas précédemment. Donc, je suis partie de cette aventure-là. Donc, il y a des faits marquants, mais effectivement, je suis beaucoup plus sur le côté on travaille ensemble et collectivement, où chacun a un rôle clé, plutôt que de se dire, voilà, c'est moi qui ai trouvé cette planète-là. D'accord. On a Marc qui demandait s'il existe un instrument pour détecter des exoplanètes qui ne tournent pas autour d'étoiles. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y en a déjà des exoplanètes qui ont quitté leur étoile, qui partent tout droit, toutes seules dans l'univers? Et est-ce qu'on pourrait les détecter? Alors oui, on appelle ça des planètes, en anglais c'est free floating planets, des planètes flottant seules dans l'espace, des planètes isolées. Alors donc il y a des objets qui ont été, j'appelle ça des objets justement pour pas leur donner le nom de planète, qui ont des masses très très faibles, vraiment plus petites que ceux à quoi on s'attend pour des étoiles, et donc qui sont compatibles avec des masses de planètes, et qui sont découvertes toutes seules dans l'espace. Et alors, une des questions qui se pose, c'est ces objets-là, est-ce qu'ils se sont formés de manière isolée, un peu vraiment la partie extrême des plus petites masses qu'on pourrait former comme des étoiles? Donc, quelque part, ce serait la queue de distribution des étoiles. Il y en a des plus ou moins grosses. On pourrait dire parmi les extrêmement plus légères, est-ce qu'il y en a qui ont la même masse que pourrait avoir une planète? Ça, c'est une question possible. Ou une autre solution possible, ce serait que ce soit des planètes qui se soient formées ensemble dans un système planétaire, et puis que quelque part, elles interagissent les unes par rapport aux autres, et puis que par instabilité, puisqu'elles se perturbent les unes par les autres, hop, elles se soient éjectées et se retrouvent à flotter seules dans l'univers. C'est aussi une possibilité. D'accord. Donc c'est possible, mais ça fait pas partie des détections qu'on fait actuellement. C'est nous, on cherche des planètes autour de leur étoile. Alors, il y a des gens qui cherchent à observer en général les étoiles, y compris les plus petites possibles. Et donc, c'est un sujet d'intérêt. Mais il y en a peu qui sont connus comme ça. Et moi, c'est pas mon sujet de recherche. Donc, moi, je travaille pas là-dessus. En particulier parce que du coup, les défis qu'on a, vous avez compris, donc je suis plus sur l'observation et l'instrumentation. Et les défis sont très différents. Si jamais on veut chercher ces objets-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est de trouver des objets très très faibles. Ces planètes sont très faibles en luminosité.
Et on ne sait pas du tout où les chercher, elles peuvent être n'importe où. Donc là, on va avoir une démarche d'observation qui essaie de chercher de manière le plus vaste possible dans le ciel. Moi, c'est un peu l'inverse que je fais, c'est de chercher dans un endroit très précis qui est à proximité des étoiles, donc le plus près possible des étoiles. Et donc, le défi d'observation est très différent. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout les mêmes instruments. D'accord. Alors, David, on a un petit souci avec ton image qui est un peu toute figée. Je me demande si peut-être si tu n'aurais pas un problème de débit. Alors, attends, j'essaye de voir si je peux améliorer ça. Ouais. Ou peut-être juste, du coup, peut-être couper le... couper la chaîne Twitch, peut-être, si du coup, tu aurais pas forcément de retour, mais ça améliorerait peut-être ça. Ah, ça y est, on te voit bien là. Super. Génial. Bon, tu es un peu bleu, mais on te voit. Donc c'est essentiel. Super. Alors on a plein de questions, vraiment plein de personnes qui posent plein de questions. J'ai Mathieu qui te demande comment est-ce qu'on fait pour différencier des modifications qui sont dues à l'étoile elle-même, parce qu'en fait on regarde la luminosité d'une étoile, et quand sa luminosité varie, ben, on sait qu'une planète est placée devant, par exemple. Ou avec la méthode spectro, on regarde l'étoile bouger et on sait que du coup il y a une étoile il y a une planète qui l'attire sur les côtés. Et lui demande comment est-ce qu'on fait pour différencier des modifications de luminosité propres à l'étoile de modifications qui sont dues à une exoplanète. Comment est-ce qu'on est sûr que si sa luminosité change, c'est bien dû à une planète et que c'est pas l'étoile qui a décidé d'être plus ou moins brillante à un moment ou à un autre? D'accord. Donc ça, je peux y répondre de manière un peu générale, mais c'est pas mon sujet encore une fois. Là, c'est des méthodes indirectes, donc c'est pas le sujet. Après, on reviendra sur l'image directe. Pardon. Mais effectivement, dans ces méthodes indirectes, s'il y a un signal stellaire, il faut se poser la question est-ce que si c'est une planète, ça pourrait ressembler à ça, mais ça pourrait être complètement autre chose. Donc c'est une vraie question. Ça peut être l'étoile elle-même qui a des pulsations, par exemple, ça arrive. Ça peut être aussi une autre étoile de fond, éventuellement qui soit beaucoup plus loin et qui a aussi une variabilité qui pourrait générer ce truc-là. Donc c'est une vraie problématique à gérer sur ces méthodes indirectes. Alors il y a différents critères. Par exemple, si c'est un transit, on s'attend à ce que ce soit exactement le même signal, quelle que soit la longueur dans le bleu, dans le rouge, c'est pareil. Alors que si c'est un phénomène de variabilité de l'étoile, on s'attend à ce qu'il y ait une signature qui dépende de la couleur, par exemple. On s'attend aussi à ce que ce soit bien périodique. Enfin, il y a un certain nombre de vérifications comme ça à faire, mais c'est vrai, c'est une bonne question. Dans les méthodes indirectes, il faut toujours être sûr que cette signature, à quoi elle correspond si c'était une planète, mais est-ce que ça pourrait être autre chose qu'une planète? C'est une vraie question. D'accord. J'ai une question de Mamignonne qui revient à la base. Ensuite, on va parler un petit peu d'instru. Sa question, c'est est-ce qu'on observe des étoiles une seule fois, puis après c'est fini, ou est-ce que on revient et on les observe longtemps, régulièrement dans la recherche d'exoplanètes? Voilà, est-ce que ce sont des observations qui sont plutôt ponctuelles, ou est-ce que ce sont des observations qui sont plutôt longues et répétées? C'est juste pour revenir sur la base. En termes de démarche d'observation, c'est une très bonne question. Et là, ça dépend beaucoup. Il y a là, on parle de stratégie d'observation. Il y a des choix à faire. Ça fait partie des qualités des observateurs. Et ça dépend de la technique et de ce qu'on cherche. Alors, dans les méthodes indirectes, typiquement, si on attend un mouvement, une signature qui est périodique sur l'étoile avec la période de la rotation de la planète, si on cherche des planètes à longue période, souvent, il va falloir les observer effectivement de nombreuses fois au cours de leur révolution autour de l'étoile. Donc ça peut être des dizaines de fois pour bien détecter cette signature. En imagerie, normalement, un des avantages de l'imagerie, alors c'est difficile par ailleurs en termes de contraste, mais un des avantages, c'est que, sauf si dans le cas défavorable où la planète elle est au cours de son orbite vraiment derrière l'étoile, ce qui est le mauvais cas, mais sinon, en gros, on fait une image, donc ça peut prendre 1 heure, 2 heures ou une dizaine d'heures, mais voilà, on voit s'il y a une planète, la signature d'une planète à côté, et si on est content de notre observation, il n'y a pas de raison de la regarder des dizaines de fois. Toutefois, mais il reste quand même des choix, ça s'appelle vraiment des stratégies d'observation. Est-ce qu'on va vouloir observer plutôt des échantillons de plusieurs centaines, plusieurs milliers d'étoiles, mais
du coup pas trop longtemps chacune, ou est-ce qu'on préfère en observer moins, mais passer par exemple 2, 3, 4 fois plus de temps dessus? Typiquement, là, à chaque fois, c'est vraiment l'adéquation entre vraiment les objectifs scientifiques qu'on a, les catalogues de sources, là où on pense qu'on a le plus de chances d'en observer. Et donc là, il y a vraiment un choix d'observation. Donc jusqu'à présent, sur les grands relevés d'observation en imagerie à la recherche de planètes, ce qu'on faisait, c'est d'observer quand même assez longtemps, genre entre 1 et 2 heures chacune des étoiles, pour avoir une profondeur d'observation qui permette vraiment d'attaquer les objets les plus intéressants, mais pas trop longtemps, de manière à pouvoir observer un grand nombre d'étoiles, plusieurs centaines d'étoiles. C'est un peu la démarche qui avait été faite. Et parmi les étoiles, on ne les observe pas au hasard. À chaque fois aussi, on va essayer d'observer avec des critères qui permettent de dire est-ce qu'on aborde toute la diversité des étoiles possibles, ça c'est un des critères. Est-ce qu'on regarde aussi les cas les plus favorables, c'est-à-dire que s'il y a une planète, on va regarder des étoiles où on pense que dans ces cas-là, les conditions seront les plus favorables pour les détecter, que les planètes soient pas trop brillantes, pas trop lointaines, relativement jeunes, des choses comme ça. Donc toute cette démarche, c'est vraiment des réflexions qui sont critiques lorsqu'on va mener un programme d'observation. Il ne s'agit pas de dire j'ai l'instrument, ok, j'observe n'importe comment, la première étoile venue, etc. Non, il y a toute une démarche qui cherche à optimiser ce programme observationnel. D'accord. Alors, du coup, maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur la base des exoplanètes, on peut rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc là, il y a pas mal de questions justement sur l'instrument, justement. On a par exemple Lio STR qui nous demande quels sont les progrès qui ont été faits par exemple sur les CCD. Est-ce qu'il y a des progrès instrumentaux qui ont été faits donc pour l'imagerie directe? Oui, au passage, tu viens de répondre à la question de Knairus, c'est-à-dire Nico, qui justement demandait les avantages de l'imagerie directe par rapport au reste. Donc tu viens de le dire, l'avantage c'est qu'on détecte, on voit vraiment la planète, donc on sait vraiment si c'est une planète ou autre chose. Donc l'USTR qui demandait quels sont les progrès qui ont été faits, est-ce qu'on a fait des progrès dans les CCD par exemple pour l'imagerie directe, est-ce qu'on a des techniques pour améliorer le bruit, et puis je couple ça avec une question de Mathieu qui demande est-ce qu'on sera un jour en mesure de voir le relief sur les exoplanètes, parce que ça, ça va nous amener à parler d'un problème de résolution, justement. Je sais que tu voulais nous en parler un petit peu, donc c'est quoi la résolution et qu'est-ce qui nous limite dans nos capacités d'observation? Voilà. Quelles sont les limites et quels sont les progrès qui ont été faits dans ces instruments? Alors, il y a beaucoup de sujets là. J'ai pris quelques notes, donc je vais m'en sortir. Alors, sur les histoires de l'avantage de l'imagerie, sans développer trop, il y a le fait de voir tout de suite la scène, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a d'autres avantages que je voudrais mentionner brièvement. Un des points, c'est aussi d'être capable de voir éventuellement les interactions entre la planète et le disque de poussière lors de la formation des disques de débris dont a parlé Julien. C'est un avantage vraiment très intéressant pour comprendre comment les planètes sont, mais aussi comment elles interagissent dans leur système. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut très bien faire en imagerie. Il y a d'autres intérêts, c'est qu'on ne voit pas forcément les mêmes planètes qu'en détection indirecte. Les plus difficiles à voir en imagerie ne sont pas forcément les plus difficiles à voir dans d'autres méthodes, donc c'est complémentaire aussi. Et puis enfin, un dernier avantage majeur, c'est que si on peut vraiment voir de la lumière qui est soit émise directement par la planète, soit réfléchie sur la planète, on va vouloir ensuite analyser cette lumière, en particulier en termes de couleur. Et ça va nous donner des informations sur la planète elle-même et en particulier sur son atmosphère. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on ne peut pas voir. Enfin, c'est quelque chose qui est très précieux. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Alors ensuite, en termes de progrès sur les instruments, les détecteurs, c'est un élément très important. Il y a 20-30 ans, il y a eu énormément de progrès en détecteurs dans le visible, comme les CCD. Depuis, plus récemment, il y a aussi d'énormes progrès sur les détecteurs infrarouges. Donc, c'est un peu la même chose. C'est simplement des couleurs qu'on ne voit plus, qui sont dans l'arc-en-ciel, qui sont un peu au-delà du rouge, mais il y a toujours des ondes électromagnétiques, toujours de la lumière qui passe, simplement l'œil n'y est pas sensible. Et les détecteurs infrarouges sont un petit peu plus difficiles à concevoir, à maîtriser leur bruit, mais il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, donc on en bénéficie. Mais les instruments, en fait, ils ont bénéficié de combinaisons techniques qui vont bien au-delà des détecteurs. Donc, en termes d'optique, ça a été plus vite. Et puis, de maîtrise de leur stabilité, du polissage des optiques, des capacités à les calibrer. Ça, c'est quelque chose qui a énormément progressé. Et il faudra qu'on y revienne. Il y a aussi la question de la turbulence atmosphérique. Depuis le sol, on observe à travers l'atmosphère de notre planète.
pour voir des choses, de la lumière qui vient de l'extérieur. Et cette lumière, en fait, elle est perturbée, les images sont déformées par leur traversée par l'atmosphère. Et donc là, oui, merci pour cette image. Pardon. Ouais, j'ai mis le VLT d'abord avec le laser. Et il y a tout un champ de développement qui a consisté à essayer de corriger les défauts qui proviennent de l'atmosphère. Donc ça c'est vraiment des techniques qui ont beaucoup progressé. Et un des problèmes de l'atmosphère, c'est le fait de déformer la lumière qui arrive. La lumière, on peut imaginer qu'elle arrive de très loin d'une étoile. Et on parle de front d'onde. C'est le front d'onde qui est comme lorsque si vous plongez un caillou dans l'eau, ça va former des rides à la surface de l'eau et ces rides se propagent. Et on peut imaginer la propagation de la lumière un peu de la même manière. Proche de la source, c'est un cercle qui s'étale, et puis plus on s'éloigne, plus ce cercle est grand. Et en arrivant à la frontière, à notre atmosphère, en fait, on peut imaginer un front d'onde qui est censé être plat. Et sur les derniers kilomètres avant d'arriver au télescope, ce front d'onde, au lieu d'être plat, il est déformé. Et c'est ça qui va complètement brouiller nos images. Et donc, pour améliorer ces images, un des gros enjeux, c'est effectivement de corriger ces défauts en temps réel. Et ça s'appelle, sur un télescope comme ça, sur le VLT, ça s'appelle de l'optique adaptative. Et il y a d'autres techniques pour encore améliorer la résolution. C'est de combiner de la lumière qui vient de plusieurs télescopes à la fois et de recombiner cette image. Ça s'appelle l'interférométrie. Et ça, c'est des choses donc qui sont très utiles pour essayer d'améliorer les informations. Alors, les instruments sont vite très, très compliqués. Là. Les illustrations, on pourra y revenir si on veut aller donner plus de détails, mais ça a des enjeux derrière, au-delà de ces principes-là, qui sont vite mettre plein d'électronique, plein d'optique. Alors, des détecteurs, bien sûr, mais aussi de la photonique. Donc, on met en jeu plein de technologies qui vont ensemble. En termes d'ordre de grandeur, de résolution, oui. Excuse-moi, j'ai juste mis l'image que tu m'avais donnée qui montrait quand même l'avantage de tout ça qu'on a ici, où on a la petite vidéo qui montre vraiment le avant-après l'optique adaptative. Absolument. Donc ça, c'est l'image d'un champ stellaire. En l'occurrence, c'est vers le centre de notre galaxie. Et la partie floue que vous avez là, c'est la meilleure image qu'on peut avoir lorsqu'elle est simplement limitée par l'atmosphère. Donc, ce que vous pouvez chercher à faire, c'est avoir un télescope plus gros ou d'avoir une focale plus grande. Hein. Souvent, par exemple, sur un appareil photo, on cherche à avoir un zoom, comme on dit, de plus en plus grand, avec des focales qui sont plus importantes. Mais vous pouvez grossir autant que vous voulez. En fait, l'image, elle a une résolution qui est limitée par les perturbations de l'atmosphère. Et si on cherche à corriger ces perturbations de l'atmosphère, avec de l'optique adaptative, eh bien, on obtient ce résultat avec des images beaucoup plus piquées et qui sont cette fois qui ne sont plus limitées par l'atmosphère, qui sont simplement limitées par la taille du télescope. D'accord. Alors justement, on parlait tout à l'heure de ces problématiques de résolution. Effectivement, dans un monde idéal, quand on réfléchit, on se dit finalement, il n'y a qu'à zoomer suffisamment fort pour voir des détails de plus en plus gros. Donc finalement, c'est qu'une question de taille de télescope. Plus le télescope sera grand, plus on va pouvoir zoomer et mieux on verra les détails. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui limite nos capacités d'observation? Déjà, qu'est-ce que c'est que la résolution? C'est vrai que c'est un terme un peu technique, mais tout le monde ne sait peut-être pas forcément ce que c'est. C'est quoi ce terme que tu as utilisé plusieurs fois? Oui. Alors la résolution, donc là, je t'avais mis une petite vidéo là qui explique un peu voir qu'est-ce qui se passe quand on zoome une image. Alors imaginez que vous avez des sources lumineuses loin, que vous essayez de représenter sur votre capteur, sur votre flash photo. Et donc là, c'est ce qu'on a fait simplement numériquement. Alors imaginez que vous zoomez, on voit l'échelle là un peu en bas. Alors tant que vous zoomez, effectivement, vous allez pouvoir voir des détails plus fins. Mais après ça, il peut arriver une limite, et c'est ce qu'on a lorsqu'on observe le ciel, où on continue à zoomer, donc les objets, les taches lumineuses apparaissent plus grosses, mais ça ne nous permet pas pour autant de distinguer deux objets qui seraient proches l'un de l'autre. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la limite de résolution, c'est-à-dire c'est la taille, c'est la capacité à séparer de la lumière qui viendrait de deux étoiles distinctes. Et une fois qu'on a atteint cette limite de résolution,
avoir plus de pixels sur le détecteur ne sert à rien. Si vous avez une grosse tâche, vous pouvez avoir 2 pixels dans cette tâche ou en avoir 20 ou 100. C'est pas ça qui va permettre d'améliorer la capacité à séparer deux objets. De la même manière, le grossissement, ça sert à rien de l'augmenter. Une fois que vous avez une image qui est suffisamment grosse par rapport à vos pixels, de manière à ce que ce qui vient d'une étoile et ce qui vient d'une autre est sur des pixels qui sont bien différents, continuer à grossir ne va pas aider votre capacité à discriminer vos deux sources. Donc là, c'est vraiment la taille intrinsèque de la tâche qui vous embête. D'accord. Lorsqu'on regarde à travers l'atmosphère, il y a une échelle qui sera utile à garder en tête. C'est que la taille de cette tâche, là, comme c'est montré sur cette vidéo, c'est de l'ordre d'une seconde d'angle. Alors, une seconde d'angle, c'est l'angle qu'il y a lorsque vous observez le ciel, et ça correspond à 1 degré que vous auriez divisé en 60 pour avoir une minute, et que vous auriez encore divisé en 60, et là, ça vous tombez sur une seconde d'angle. Et alors, c'est difficile à se représenter ça dans l'esprit, c'est pas très utile non plus, mais c'est un ordre de grandeur à garder en tête. C'est typiquement l'échelle de résolution angulaire de la taille de la tâche là, que vous obtenez lorsque vous êtes limité par la turbulence atmosphérique. Et c'est ça qu'on essaye de combattre. C'est 1/3600e de degré, donc 1 sur 60 divisé encore par 60. Donc c'est une partie sur 3600 d'un degré dans le ciel. Donc c'est vrai que pour nous, ça a l'air absolument minuscule, mais en astronomie, c'est beaucoup trop gros. Il faudrait qu'on différencie des angles bien plus petits que ça. Oui, à titre d'ordre de grandeur, si vous prenez une étoile relativement proche, à une dizaine de parsecs, une trentaine d'années-lumière, donc c'est la distance à laquelle il faut aller pour avoir non pas une ou deux étoiles, mais commencer à en avoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Et la distance entre la Terre et le Soleil, l'angle sous lequel vous verriez la distance Terre-Soleil autour d'une telle étoile, ça correspond à 1/10 de seconde d'angle. Donc c'est 10 fois plus petit que ça. D'accord. Et donc ça, c'est la résolution dont on a besoin. Et au-delà de ça, au-delà de cette résolution, ensuite, il va falloir voir une planète qui est beaucoup, beaucoup plus faible que l'étoile. Donc non seulement il faut la séparer angulairement, mais en plus, il faut être capable d'avoir un contraste qui permet d'aller accéder à un flux extrêmement plus faible que celle de l'étoile. Donc c'est ça les enjeux un peu de l'imagerie à haute résolution et à grand contraste. D'accord. Et ben justement, il y avait une question de Mathieu justement qui disait du coup si l'albédo d'une planète est très faible, l'imagerie risque-t-elle de ne pas la détecter? Est-ce que on peut louper une planète parce qu'elle n'est pas suffisamment brillante? Oui. Alors le contraste qu'il y a entre une planète et son étoile, c'est un problème majeur. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très dur à observer. Donc est-ce que c'est un problème que la planète soit si faible? Oui, c'est un problème. Alors l'albédo, c'est la fraction de la lumière qui est interceptée par la planète et qui est réfléchie. Donc ce qui n'est pas intercepté, ça peut être absorbé. Mais donc la fraction qui est réfléchie, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Donc si on a une planète qui a un albédo de 0,5, ça veut dire que la moitié de la lumière qui frappe la planète va être réfléchie. Donc ça, c'est pas tout. Et puis si au lieu d'être un albédo de 0,5, c'est plutôt 0,1 ou moins, eh bien ça va être d'autant plus difficile. Ça va être encore 5 fois plus difficile. Mais il faut garder en tête que le contraste, l'albédo dans le problème, c'est qu'une partie du problème. En fait, la plus grosse partie du problème, c'est que parmi toute la lumière qui est émise par l'étoile, il n'y a qu'une toute petite partie qui est interceptée par la planète. En fait, la partie, il faut imaginer une sphère qui serait tout autour de l'étoile, à la position de la planète. Donc, pour ce qui est de la Terre, cette sphère, elle aura un rayon de 150 millions de kilomètres. Donc, c'est une énorme sphère. Et la fraction de l'étoile, du flux de l'étoile qui est intercepté par la planète, c'est simplement la fraction de ce que représente la surface de la planète par rapport à la surface de la sphère dans son ensemble. Donc, il faut comparer. Le rayon de la Terre, c'est 6500 kilomètres par rapport à 150 millions de kilomètres. Donc, vous vous rendez bien compte que ça représente une toute petite fraction de la lumière de l'étoile qui est interceptée par la planète. Et donc, ensuite, vous multipliez ça par l'albédo pour avoir la fraction de la lumière de la planète, par rapport à celle de l'étoile. Si vous faites l'application numérique comme ça pour la planète Terre, eh bien, juste les quelques chiffres que je vous ai donnés, ça vous dit que si on observe la planète Terre depuis très loin, eh bien, le flux réfléchi par la planète Terre, ça va être à peu près 10 milliards de fois plus faible que le flux émis par le Soleil. Donc, c'est le contraste. C'est la fraction, c'est le flux de la planète qui va
va falloir être capable de détecter par rapport à celui de l'étoile. Donc la difficulté de l'imagerie directe, c'est d'avoir un phare de voiture en face des yeux, donc ça c'est l'étoile, et nous, il faut qu'on regarde une petite poussière qui se trouve à côté qui est 10 milliards de fois plus faible que le phare, et qu'il faut quand même détecter, arriver à voir sans être ébloui par le phare. Voilà, c'est vraiment ça c'est vraiment ça la difficulté. Alors ça, c'est dans les cas, observer une Terre comme ça, c'est vraiment quelque chose de très très ambitieux. On peut commencer par des choses déjà très très intéressantes et plus faciles. Hein. Si au lieu d'être une Terre, c'est Jupiter, eh ben, ça va être déjà 10 fois plus gros en rayon, donc 100 fois plus gros en surface. Donc c'est un gros gain. Ce qu'on a commencé aussi à observer, c'est des objets qui éventuellement sont plus séparés, donc plus loin, par exemple à la distance de Jupiter ou même plus loin, et puis qui sont des objets qui se sont formés plus récemment et donc qui ont encore une certaine température issue de leur formation, donc qui sont plus faciles à observer. Donc, on a déjà observé plusieurs dizaines de planètes, mais avec des contrastes qui sont de l'ordre du million plutôt que de milliards. Alors, c'est déjà très difficile, mais c'est beaucoup plus facile qu'un facteur 10 milliards. Et donc, on a déjà des observations d'imagerie directe de planètes géantes, relativement jeunes, sur lesquelles on apprend déjà des choses sur leur formation. Un jeune âge, le lien avec leur disque de formation, leur composition, l'énergie dont elles disposent lorsqu'elles se forment. Donc ça, c'est sur le mécanisme de formation des systèmes planétaires, c'est déjà des choses qui sont extrêmement importantes. Ce sont des premières étapes donc, qui pavent le chemin vers des objectifs plus difficiles par la suite. D'accord. Alors j'ai justement Fauvette qui demandait des images, qui voulait désespérément des images d'exoplanètes. Lesquelles est-ce que tu m'avais envoyé La figure M, là, ça sera adapté. La figure M, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on voit ici, des différentes techniques, et puis peut-être aussi de ce que c'est que cette espèce de rond noir, parce que j'ai Lio STR qui nous demandait des questions sur les coronographes. Donc est-ce qu'on peut peut-être rappeler un peu ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche, est-ce que c'est la seule chose qui est utile pour cacher les étoiles? Voilà. C'est amusant le nom de Lio Esther parce que la coronographie, ça a été inventé par un opticien français qui s'appelait Bernard Liot. Alors c'était avec c'est un clin d'œil sans doute. Un coronographe, ça a été inventé au départ pour observer des éclipses, la couronne solaire justement en l'absence d'éclipse. Donc ça consistait à mettre un masque et puis un filtre derrière pour cacher une étoile très brillante et révéler justement un lot en dépit de la diffraction. C'est des adaptations qu'on a faites sur les 10-20 dernières années pour faire ça, non pas pour le Soleil, mais pour des étoiles. Donc maintenant, on est capable de faire ça. Et donc, dans ces images, mis à part celle en haut à gauche, elles sont toutes ces images-là sont des observations d'étoiles extrêmement brillantes, de 10 000 à 1 million de fois plus brillantes que ce qu'on voit sur ces images-là. Mais qu'on a cachées. Mais qui ont été cachés, alors qui ont été cachés par la coronographie. Vous m'entendez toujours? Parce que oui, on t'entend bien. Problème sur l'image, d'accord. Non, moi je. Et donc dans tous ces cas-là, l'étoile là, donc qui est 10 000 à 1 million de fois plus brillante a été cachée, et ce qu'on révèle, c'est vraiment l'environnement très très faible. Donc on voit des environnements de disques de poussière autour d'elle. Et puis sur l'image en haut à gauche, là, c'était l'image dont je vous parlais, là, qui a été obtenue en 2004. Où le point rouge, c'était le premier image directement d'un objet qui fait 5 masses de Jupiter, qui a été observé autour d'une naine brune qui apparaît en blanc bleuté. Et puis plus récemment, donc c'est l'image qui est à droite, en haut au milieu, on voit là très nettement rien au centre. Donc l'étoile a été extrêmement bien éteinte. On a bien pu supprimer son signal et révéler un point brillant jaunâtre en bas à gauche. Et donc ça, c'est un objet planétaire qui a été révélé par l'instrument SPHERE qu'on a développé avec les collègues dans un consortium européen et puis à Grenoble. Donc ça, c'est vraiment représentatif d'une planète géante qui est relativement jeune et qui a été détectée avec cet instrument SPHERE. L'image en haut à droite, c'est un autre exemple. Le point brillant qu'on voit un peu en dessous du centre, c'est une planète également géante, et qui est observé dans un système qui est très jeune, dans lequel le disque de formation est encore présent. Donc on voit en particulier cet anneau qui est la poussière qui est autour de l'étoile dans ses phases précoces. Donc c'est vraiment ce genre de choses qu'on cherche à observer
des planètes, leur environnement, éventuellement voir s'il y a plusieurs planètes, et éventuellement commencer à faire des spectres, c'est-à-dire de l'analyse en couleur de leur atmosphère, pour voir s'il y a beaucoup de méthane, de CO2, les conditions de température, de stratification, donc les conditions physico-chimiques de ces objets-là. Alors justement, on va rêver un petit peu. Mathieu demandait s'il serait possible un jour de détecter du relief sur une exoplanète rocheuse, tellurique. Et puis ça recoupe un autre ensemble de questions de Giffereux et de Marc. Marc demandait est-ce qu'il est possible de détecter des planètes comme la Terre, c'est-à-dire même taille, mais aussi qui tourne autour de son Soleil en 365 jours. Et Giffereux qui demandait jusqu'à quelle distance est-ce qu'on pourrait détecter une planète comme la Terre, justement. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait détecter des planètes terrestres, et puis est-ce qu'un jour on pourrait avoir même du relief, voir le relief de ces planètes? Alors en termes d'échelle de résolution, justement, là, vous voyez, ce qu'on essaye de faire, c'est de séparer la position de la planète de la position de l'étoile. Donc si on reprend l'exemple du système solaire, la distance entre le Soleil et la Terre, c'est 150 millions de kilomètres. La distance entre le Soleil et Jupiter, c'est 5 fois plus. Donc vous voyez les ordres de grandeur. On est en train de parler de centaines de millions de kilomètres, on appelle ça une unité astronomique. Et donc c'est ce défi-là qu'on essaie de relever, séparer la lumière qui vient de ces deux sources séparées de ces centaines de millions de kilomètres. Donc c'est ça qu'on essaye de faire, c'est ça le défi qu'on essaie de relever, mais on n'en est pas du tout à l'heure actuelle à la capacité de résoudre, c'est-à-dire de mettre plusieurs pixels, de distinguer la partie gauche de la partie droite de la planète. On est juste en train de séparer la position de la planète de la position de l'étoile. Donc on n'y est pas du tout à faire des images de la surface des planètes elles-mêmes. Ça on n'y est pas. On commence néanmoins à essayer de faire et donc encore moins le relief. D'accord. Donc là, la réponse, est-ce qu'on y est proche? Là, on n'a pas du tout. Ça mérite d'être clair. Maintenant, il y a quand même des choses qu'on arrive à faire sur les planètes, même si on n'arrive pas à faire des images de leur surface directement. En fait, toujours avec l'analyse des couleurs, de la spectroscopie, on a commencé à réussir à faire des choses qui ont déjà été faites sur les étoiles avant, maintenant qu'on fait sur les exoplanètes. C'est de distinguer le bord gauche du bord droit de la planète parce qu'elle tourne. Et le fait qu'elle tourne, eh bien, la partie qui s'approche de nous ou qui recule par rapport à nous, ça a pour effet de décaler les signatures spectrales, en particulier dans les atmosphères des planètes. Il peut y avoir des endroits où la lumière est absorbée ou émise, absorbée en particulier. Et ça dépend de la composition de cette atmosphère. Donc, connaître la composition de l'atmosphère déjà de la planète, c'est très intéressant. Mais ensuite, regarder très finement si cette composition elle est un peu décalée, plutôt vers le bleu ou plutôt vers le rouge, ça va nous dire si ça s'approche ou ça se recule de nous. Et si on voit ces déformations comme ça, en fait, on va pouvoir voir des signatures qui sont localisées sur la planète, mais pas parce que, avec l'image, on l'a résolue, mais pas parce qu'avec la position des raies, la résolution spectrale, avec le spectre, on s'est rendu compte qu'est-ce que c'était proche de nous, est-ce que ça s'approchait de nous ou pas. Donc, on commence à avoir quand même des informations spatiales sur la planète, mais pas du tout en termes de relief, et pas par le biais de l'imagerie, mais en combinant l'imagerie et la spectroscopie. Donc, c'est ce genre d'astuce instrumentale, c'est vraiment ce genre de choses sur lesquelles on travaille. Maintenant, en termes de contraste, sur l'histoire de planète Terre, ce qu'on cherche à faire, etc., il y a une autre illustration qui peut donner des ordres de grandeur que je retrouve. C'est la figure O, si tu veux bien la Très passer. Bien. Ici. Et alors, dans ce diagramme-là, ce qu'on avait essayé de faire, c'est de placer dans un diagramme, donc en vertical, c'est le contraste des objets. Alors, plus on va vers le bas, plus le contraste est important. Donc, tout en bas, par exemple, vous avez la valeur de 1 milliard. Donc, plus on est vers le bas, plus on a un contraste important, donc plus c'est difficile. Et plus on est en haut, plus c'est facile. Et vers le haut, vous voyez que vous avez un facteur de 10 000 à peu près. Et puis, en horizontal, c'est la séparation angulaire. Donc, plus vous êtes à gauche, plus la planète, elle apparaît très, très près de son étoile. Et plus vous êtes à droite, plus elle est séparée. Donc, effectivement, pour l'imagerie, ce qui est facile, c'est quand les objets sont assez séparés et pas trop contrastés. Donc, c'est en haut à droite. Et effectivement, les petits symboles qu'on a en haut à droite, c'est des planètes géantes, relativement jeunes, ce qui fait qu'elles sont assez brillantes, qu'on a réussi à imager avec des contrastes qui sont de l'ordre d'un facteur 100 000, et puis qui sont à moins qu'une seconde d'angle. Le trait vertical vers la droite, c'est une seconde d'angle, donc c'est la résolution naturelle de la turbulence. On arrive à faire mieux que ça, mais pas trop proche quand même.
Et l'ensemble des symboles qui sont en bas à gauche, c'est typiquement les contrastes qu'on extrapole, qu'on peut imaginer, calculer, pour les planètes qu'on connaît, qui sont connues, qui ont été détectées par des méthodes indirectes. Et donc celles-ci, elles sont très souvent à beaucoup plus faible séparation et elles sont aussi, si elles sont en lumière réfléchie, elles sont beaucoup plus faibles. Donc là, pour le moment, on n'y est pas. Donc en gros, la taille de la flèche orange, ça vous dit un peu le chemin qu'il y a à faire entre les performances qu'on a aujourd'hui sur les cas les plus favorables, des planètes géantes jeunes, relativement favorables, assez séparées, avec des planètes, y compris des planètes semblables à la Terre, hein, c'est les symboles sous forme de losange. Donc il y en a encore au moins 2 ordres de grandeur à gagner. Et c'est ça qu'on est en train de s'organiser à faire pour réussir à le faire typiquement dans une dizaine d'années. En fait, on a des marges de développement, des étapes qu'on s'est fixées pour obtenir ce résultat, pour avoir effectivement cette imagerie, au moins des cas les plus favorables, de planètes de type rocheuse, voilà, qu'on souhaiterait imaginer. Et par exemple, le losange bleu cyan, là, bleu ciel, en plein milieu du diagramme, c'est une planète de type terrestre qui est relativement favorable parce que c'est une planète terrestre qui a été détectée par vitesse radiale, par méthode indirecte, autour de l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Donc ça, c'est un des candidats, par exemple, favorables qu'on voudrait obtenir. Mais vous voyez, on a encore typiquement un facteur 100 à gagner en contraste par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui sur les instruments existants. D'accord. Alors effectivement, ça montre que c'est pas gagné. Par contre, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que on voit vraiment la complémentarité entre la méthode d'imagerie directe sur laquelle tu travailles et puis les autres méthodes de détection qui sont pas des méthodes directes. C'est-à-dire que la méthode d'imagerie directe, elle permet de voir des étoiles, des planètes qui sont très éloignées de leur Soleil et qui sont relativement lumineuses. Et la méthode, mais par contre pas des étoiles qui sont proches et faibles. Et puis la méthode de détection indirecte permet au contraire de voir des planètes qui sont proches et faibles, mais pas des étoiles qui sont loin de leur étoile. Donc du coup, on a vraiment différentes techniques, mais du coup qui permettent globalement de pouvoir à peu près envisager tous les cas de figure, quoi, ce qui est quand même relativement intéressant. Et puis alors du coup, c'est en train de se rejoindre. Se rejoindre. Et donc effectivement, typiquement, je crois que c'est un des enjeux vraiment dans la décennie qui vient, c'est plutôt que de chercher à observer des centaines ou des milliers d'étoiles pour compléter les statistiques, voir la diversité de ce qui existe, c'est plutôt peut-être c'est de continuer à faire ça, déjà d'étudier ces objets-là, aussi de compléter les objets les plus jeunes, les liens avec les disques, etc. Mais aussi sur des exemples les plus favorables que maintenant on connaît, de pouvoir se dire maintenant on se spécialise et on va passer beaucoup de temps pour vraiment caractériser les cas qu'on identifie les plus favorables plutôt que de passer dans des centaines de nuits à observer des milliers d'étoiles les plus diversifiées possibles. Donc là, c'est quelque chose qui va évoluer. D'accord. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on en est à faire les catalogues, donc on regarde un petit peu partout, mais quand les catalogues seront suffisamment grands, on va pouvoir maintenant aller se fixer sur ces éléments-là et commencer à améliorer un petit peu les renseignements qu'on a sur ces systèmes. Voilà. D'accord. Alors justement, on parle de tous ces instruments. Si on revenait un petit peu à toi, j'ai Marc qui nous demande sur quel télescope utilises-tu, sur quel télescope travailles-tu, sur quels instruments travailles-tu, et tes instruments sur quel télescope est-ce qu'ils sont allés. Voilà. C'est quoi toi ton télescope favori, on va dire? Alors, moi, je me suis investi énormément pour un instrument. Donc, il y a mes illustrations, l'illustration K, là, si tu veux, ouais. qui est travaillé sur un télescope de 8 mètres qui est au Chili, donc qui fait partie de l'Observatoire européen austral, hein, l'ESO. Donc, c'est un organisme, c'est l'ensemble des pays européens qui se sont mis d'accord pour développer des instruments ensemble, mettre leurs moyens en commun. Et il y a un ensemble de 4 télescopes de 8 mètres qui est situé dans le désert d'Atacama au Chili. Oulala. Et là, ce que vous voyez sur cette image sur la gauche, là, c'est une vue du dessus du télescope. Donc, il y a le télescope de 8 mètres là qui est sur la gauche. Et puis, sur la partie droite, là, il y a sur la plateforme, là, il y a un ensemble avec des tuyaux, une espèce de cocotte minute, là, qui est un cryostat, des armoires électroniques, un ensemble de détecteurs, etc., une espèce d'enceinte noire. En fait, ça, c'est un instrument qui s'appelle Sphère et sur lequel on était donc un grand nombre d'instituts. Il y avait une dizaine d'instituts, mais j'étais partie des proposants de cet instrument. On a proposé une nouvelle manière de concevoir l'imagerie, de mettre plusieurs détecteurs ensemble, travailler ensemble, de mettre de la coronographie, l'optique adaptative, de concevoir un peu tous ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a occupé
plus d'une dizaine d'années, donc c'est vraiment l'instrument favori qui m'a beaucoup occupé donc pour ce télescope-là. Et il a fait ses premières images en 2015, en 2014-2015. Et puis pour la suite, alors je me suis un peu retiré de gros projets comme ça instrumentaux, et je suis plus dans une démarche maintenant de repartir en petites équipes sur des nouveaux concepts justement de lier l'optique adaptative encore plus poussée, plus rapide, maintenant qu'on comprend bien ses limitations, avec de la spectroscopie. Donc ça, c'est vraiment une piste de recherche en instrumentation qu'on pousse, c'est vraiment d'associer de manière la plus intelligente ces choses-là. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une autre chose, c'est aussi de travailler au niveau un peu national, de se coordonner au niveau national et avec les partenaires européens sur quelles sont les grandes organisations et à venir sur le projet futur. Et là, il y a un peu deux phares, de drivers, comme on dit en anglais, de motivation principale sur le long terme. Une première chose, c'est d'être un télescope géant européen aussi, l'ensemble de ces pays européens qui s'est mis d'accord sur un télescope de près de 40 mètres, qui est en cours de développement. Et une des questions, c'est comment on va pouvoir aussi obtenir des hautes résolutions angulaires sur un télescope comme ça, qui est quand même un monstre. Hein. Il y a des défis inédits qu'il va falloir résoudre, ne serait-ce que pour maîtriser ces vibrations, l'ensemble de cette structure mécanique, optique. C'est un enjeu énorme. Donc là, il y a des travaux pour se préparer à ça et concevoir les instruments qui vont pouvoir utiliser ce télescope-là. Je te mets l'illustration ici. Voilà, à titre de comparaison. Ça, c'est une vue d'artiste. Hein. Le télescope n'existe pas encore, c'est tel qu'on le conçoit. C'est une mise en comparaison en sombre. Là, c'est la taille des plus grands télescopes qui existent aujourd'hui. Donc là, c'est une silhouette du télescope de 8 mètres que je montrais tout à l'heure. Et en comparaison, à gauche, c'est le télescope qu'on appelle ELT, Extremely Large Telescope, qui ferait 40 mètres de diamètre. Mise à l'échelle. Donc c'est vraiment quelque chose de très très nouveau. Si je peux me permettre, juste pour remettre ces choses à l'échelle, je voudrais juste faire remarquer à tout le monde qu'entre ces deux télescopes, au milieu, il y a deux voitures. Et juste en bas à droite du super télescope EELT, on a deux êtres humains en noir qui sont en train de rentrer par une petite porte là. Donc ça permet vraiment de voir la taille monstrueuse de ce télescope. Déjà, le VLT, les télescopes actuels sont gros comme des immeubles, mais celui-ci, qui est d'ailleurs en cours de construction, va être absolument inimaginable. Alors, inimaginable, non, le terme n'est pas correct. J'espérais que tu réagirais là-dessus. Donc, de manière tout à fait concrète, ça occupe énormément d'ingénieurs, de concepteurs, d'industriels également. Et l'idée, c'est qu'on s'est convaincu que oui, c'était réalisable. Donc, encore faut-il maintenant bien le gérer, s'en donner les moyens, vérifier, s'organiser de manière optimale là-dessus. Et ensuite, scientifiquement, effectivement, de voir comment on exploite tous ces instruments. Bon, ça, c'est un défi. Donc, c'est un côté vraiment très prospectif. Et c'est des choses qui coûtent extrêmement cher aussi. Donc, il y a une responsabilité collective à bien utiliser ces investissements-là. Donc, il y a aussi une réflexion de savoir par quelle phase on passe. Et puis, quelles priorités, quelles spécifications. Donc, il faut vraiment se projeter sur des choses qu'on n'a pas encore réalisées. Et puis, il y a un autre enjeu qui est encore plus ambitieux, je dirais, qui est d'imaginer ce qu'on pourra faire aussi dans l'espace. Donc, il y a des observatoires dans l'espace qui bénéficient justement de ne pas avoir ce problème d'atmosphère, mais qui ont d'autres types de problèmes. Et dont l'un d'eux, c'est que c'est compliqué dans l'espace et c'est extrêmement coûteux. En fait, c'est encore plus coûteux d'aller dans l'espace que de faire des choses aussi ambitieuses que ça au sol. Mais il y a néanmoins des réflexions, en particulier, ces illustrations. Ça, c'est un plan de réflexion qui est mené aux États-Unis par la NASA, mais il y a aussi des pendants, des contributions européennes qui sont envisagées, avec des séries d'instruments qui sont vraiment ambitieux, qui doivent se développer sur plusieurs décennies. Donc, c'est quelque chose qui doit s'organiser. Et encore une fois, donc faut être ambitieux, ça c'est une chose, mais il faut aussi vraiment bien peser le niveau de maturité technologique, le risque qu'on prend, l'intérêt scientifique par rapport à l'effort que ça représente, puis comparer ça par rapport à des voies alternatives. Et donc toujours aussi ensuite avoir une vision assez lucide de ce que vraiment la science va pouvoir faire versus les risques, les problèmes qu'on va avoir. Donc il y a aussi dans l'instrumentation des réflexions qui sont amont pour être ambitieux certes, mais voir aussi bien évaluer qu'est-ce qui est optimal, les meilleures manières de faire, et donc d'essayer de se donner les moyens de prendre les bonnes décisions sur les orientations qui seront prises sur des instruments qui peut-être verront le jour plutôt dans 15 ou dans 20 ans, mais dont les décisions se prennent maintenant.
D'accord. Je vais juste revenir sur l'image précédente où il y avait donc deux questions. Ulysse qui te demandait juste si tu pouvais rappeler le diamètre du miroir de ce super télescope, le LT. Et puis Gif Heureux qui demandait une précision sur l'optique adaptative. Est-ce que c'est actuellement utilisé? Est-ce que c'est en développement? Est-ce qu'elle sera utilisée sur ce télescope? Voilà, on en est où sur l'optique adaptative? Voilà. Mais déjà juste peut-être rappeler le diamètre de ce super télescope. Alors, le diamètre, c'est 39 mètres. Et donc, c'est pas un miroir tout seul, hein, c'est des miroirs segmentés. Rien que faire les optiques, en fait, c'est quelque chose, c'est un challenge énorme. Et en fait, ne serait-ce que produire ces optiques qui permettent, il y a 5 optiques de grande taille là, il y a l'ensemble du miroir primaire qui est composé de centaines de miroirs qui sont collés les uns à côté des autres. Et puis, il y a d'autres miroirs qui sont très compliqués à faire dans le chemin optique. En fait, lorsqu'il y a eu un appel d'offres pour réaliser ce télescope-là, on s'est rendu compte qu'il y avait très très peu de monde qui pouvait le faire, essentiellement personne. Et c'est un industriel français, Reosc, finalement, qui est en charge de polir ces miroirs. Et ça, rien que ça, vous voyez, au niveau international, le nombre de personnes qui sont capables de faire ça, en fait, c'est limite. Ça se résume à essentiellement une entreprise. Donc, vous voyez, mais ça, c'est à l'échelle de ces défis. Donc, il y a des retombées aussi technologiques et au niveau de la société. Et puis, de la même chose pour les structures mécaniques, etc. Enfin, l'ensemble de la construction est un défi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Au niveau de l'optique adaptative, pardon, oui. Non, je t'en prie, je t'en prie. Au niveau de l'optique adaptative, quelle est la question précisément sur l'optique adaptative? En fait, la question était l'optique adaptative est déjà conçue ou c'est en cours? Donc j'imagine que Gif Heureux devait parler de l'ELT et demandait si cette optique était déjà conçue ou est-ce que c'était aussi, ça faisait partie des choses qui sont en cours d'imagination, voire de construction. Alors, c'est plus l'imagination là, vraiment, c'est dans des phases fines de l'ensemble du concept est figé. La phase actuelle, c'est vraiment des plans de détail, commencer à lancer des commandes, des prototypes, etc. Donc, on n'est plus au niveau de l'imagination. Là, c'est déjà très défini, mais c'est pas encore réalisé. Donc, c'est en développement. Il y a des enjeux compliqués. Le premier enjeu, c'est que, en fait, les défauts qu'il y a à corriger sur ce type de télescope sont beaucoup plus grands que ce qu'il y avait avant. Ne serait-ce que parce qu'en plus de l'atmosphère, l'ensemble de cette structure-là va vibrer un peu. Imaginez qu'il y ait du vent par là-dessus, ça fait vibrer l'ensemble. Donc, si vous ne faites rien, c'est juste impossible d'avoir une bonne qualité d'image. Donc, il y a des défauts à corriger qui sont énormes. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, l'autre point, c'est que même si vous aviez quelque chose qui est juste à mettre à l'échelle par rapport à avant, les défauts à corriger, ils ont à peu près la même taille qu'avant. Simplement, il y en a beaucoup plus. Donc, la taille en gros, vous pouvez mettre un terrain de tennis sur l'ensemble du miroir primaire, là. Et il faut que vous contrôliez les qualités de surface de l'ensemble de ces surfaces-là à mieux que 1/10 de micromètre. Donc, c'est des qualités de surface qui sont énormes. Donc, en termes de puissance, d'éléments technologiques, etc., il y a vraiment une mise à l'échelle qui est vraiment très compliquée. Ça, c'est pour faire comme aujourd'hui. Mais en fait, on va faire beaucoup mieux parce qu'on veut observer des objets beaucoup plus faibles, et éventuellement sur des champs plus grands. Et donc, en fait, non seulement si on voulait faire pareil, ce serait beaucoup plus compliqué, mais on veut faire mieux. Donc là, ça représente vraiment des enjeux qui sont considérables. D'accord. Écoute, on va terminer. Alors, il y a encore plein de questions, évidemment. C'est toujours le cas lorsque l'heure arrive. On a déjà dépassé. Une question très basique, on revient sur Terre, sur le financement. Est-ce que tu sais qui finance ce gigantesque projet? Et puis, pour terminer, une question que j'ai trouvée très drôle. Comment on fait pour nettoyer un tel miroir? Est-ce qu'il y a une personne qui se suspend avec son petit chiffon et qui va passer 40 mètres de miroir au polish? Voilà. Est-ce qu'on peut terminer avec ça? Qui finance? Et puis, comment on nettoie un tel miroir? Alors, le financement, là, c'est vraiment donc un accord européen. Donc, c'est vraiment les États membres qui sont associés dans cette organisation internationale, l'ESO, l'Observatoire européen austral, qui est un accord entre États. Et donc, les gouvernements, les représentants des ministères des Finances des différents pays se mettent d'accord sur des fonds de recherche communs. Il y a aussi des financements directs de la communauté européenne là-dessus. Et donc, c'est des objectifs de recherche donc, qui sont collectifs. Et puis, il y a aussi des enjeux industriels, parce qu'au niveau il y a des retombées industrielles sur la construction de ce type d'instrument. Donc, ça, c'est aussi un accord qui est européen. De la même manière que sur les projets spatiaux, il y a des retombées industrielles qui sont gérées au niveau collectif. Au niveau du nettoyage, qui fait la poussière? C'est ça. Eh bien,
c'est une question tout à fait sérieuse. Opérer un instrument comme ça a des enjeux aussi qui sont nouveaux. Je vous ai dit, il y a des centaines, je crois que c'est 700 segments de miroirs qui font plus d'1 mètre, qui sont collés les uns aux autres. Et en fait, il y a tout un plan de maintenance qui est prévu. Et donc, c'est pas quelque chose qui se fait de manière exceptionnelle, c'est quelque chose qui doit se faire régulièrement. Au niveau du VLT, à l'heure actuelle, ce qui se fait, c'est typiquement tous les 1 année et demie ou tous les 2 ans, on démonte le miroir pour le réalluminer, le dépoussiérer et le réalluminer. Mais là, ça ne sera pas possible de faire ça comme ça. En fait, ce qui est fait, c'est plutôt de faire un roulement. Donc, c'est segment par segment, très, très régulièrement. Je ne sais pas si c'est tous les jours, enfin, de manière hebdomadaire. C'est d'enlever certains segments, de les remplacer par des pièces de rechange. Et puis, pendant qu'il y en a qui sont nettoyés, réilluminés, ben, hop, on remet les autres. Et donc, ça sera un travail tout à fait routinier pour pouvoir gérer l'ensemble de ces surfaces. Et c'est une organisation à mettre en tant que telle. C'est pas un détail, c'est quelque chose qui sera majeur, d'être capable d'opérer l'ensemble de cet instrument, de la même manière qu'il y a des centaines de moteurs, de senseurs, d'actuateurs, etc. Donc, chacun tombe en panne une fois de temps en temps. Il y aura tout un plan de maintenance pour que l'ensemble de cette machine fonctionne en temps réel. D'accord. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Tu es resté 1 heure avec nous. C'était vraiment un sujet qui était passionnant. J'en ai pour preuve toutes les questions qui continuent à tomber dans le chat. C'est vrai qu'on aimerait encore pouvoir discuter avec toi beaucoup plus longtemps. Mais je voulais vraiment te remercier. Merci beaucoup David d'être resté avec nous, de nous avoir parlé de cette partie instrumentale. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la science, qui est absolument fondamentale et qui était vraiment très intéressante. Donc merci à toi d'avoir été des nôtres. Merci à toi et à l'organisation là pour l'organisation de ces sessions. C'est chouette. Eh ben, on arrive d'ailleurs, je tiens à le signaler, bientôt à la fin de ce projet Astronomer at Home. On se verra encore une fois mercredi, une fois vendredi, et puis la dernière fois, ce sera lundi prochain. Et puis on aura terminé. D'ailleurs, je tiens à signaler que mercredi, donc mercredi soir, eh bien, nous retrouverons Dominique Boutini, qui lui viendra justement nous parler d'un nouveau télescope qui est en construction au Chili et qui nous parlera de ce que l'on pourra faire aussi. Donc là, on parlera vraiment de l'astronomie du futur pendant toute l'heure. Merci beaucoup à toi, merci à vous d'être toujours aussi présents dans le chat, d'être toujours avec nous, de poser des questions toujours aussi intéressantes. Merci au Planétarium de Vaux-en-Velin d'avoir organisé tout ça. J'espère que Camille aura résolu ses problèmes d'internet d'ici après-demain. On croise les doigts pour elle. Et puis, bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et restez curieux. Au revoir.